Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le député de la première circonscription, Philippe Dunoyer, élu Calédonie Ensemble à la province sud au Congrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation. Alors, beaucoup d'actualités, évidemment. Et tout d'abord, la visite de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Il est arrivé hier soir en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Est-ce qu'elle peut être décisive, selon vous, pour le déclenchement ou la reprise des discussions sur l'avenir? Oui, je crois que c'est une étape. Alors, elle a été précédée, cette visite du congrès du FLNKS, dimanche dernier, en tout cas le week-end dernier, qui, à mon avis, en tout cas, constitue une étape dans la reprise du dialogue et de la construction du destin commun. Il va falloir, bien sûr, que le ministre, et c'est ce qu'il s'emploie à faire depuis des mois et aujourd'hui, dès son arrivée, renoue et noue un contact étroit avec les indépendantistes, que des bilatérales et un échange, un dialogue entre indépendantistes et l'État reprennent, j'allais dire, en tout cas s'initient. C'est très important parce que c'est une étape nécessaire, pas suffisante, mais préalable aux discussions tripartites, indépendantistes, non indépendantistes et l'État. Je rappelle que les bilatérales n'ont pas vocation à être conclusives. Ce sont des discussions, comme nous en avons d'ailleurs, nous, non indépendantistes avec l'État, mais c'est bien dans le format tripartite que les négociations et la conclusion d'un accord se feront. Enfin là, on a le sentiment que le ministre vient essentiellement pour voir les indépendantistes. On voit bien dans son programme, même s'il est très court, que c'est à eux qu'il va consacrer l'essentiel de son temps. Oui, mais je le comprends, parce que depuis 18 mois, les indépendantistes ont rompu le dialogue. Ils n'ont pas participé au troisième référendum, ils n'ont pas participé à la convention des partenaires, ils ne participent pas aux groupes de travail qui sont initiés au commissariat, donc c'est bien avec eux. Et d'ailleurs, c'était dans ce sens-là que la précédente visite du ministre de l'Intérieur s'était ancrée. C'est avec eux qu'il fallait reprendre une discussion, initier une étape importante. Je dis, même si ça peut paraître symbolique à vos auditeurs, elle est très importante parce qu'elle doit marquer, je l'espère, le début d'un calendrier, un modus operandi, c'est ce que je souhaite, avec des étapes, des thématiques, et puis surtout une perspective d'ouverture de discussion à trois. Bon, enfin, vous sentez bien, vous entendez bien l'impatience quand même des Calédoniens. Oui. Le troisième référendum a eu lieu en décembre 2021. Depuis, Oui. on a l'impression que rien ne s'est passé, que rien n'avance. Oui. Est-ce que l'État a eu raison d'attendre le calendrier et de se soumettre au calendrier des indépendantistes? Est-ce qu'il ne fallait pas être plus volontariste pour faire avancer les choses? Alors, je ne pense pas déjà que Gérald Darmanin soit de naturel très soumis, par nature. Non, au contraire, il a conduit ces discussions depuis qu'il est en charge du dossier de la bonne manière. Il a constaté que sur 3 partenaires, 2 étaient d'accord pour discuter, il en manquait un. Il est tout aussi essentiel que les 2 autres. Il a donc engagé ce qui était nécessaire pour obtenir, même si je suis d'accord, ça a pris du temps, un accord de principe exprimé par le FLNKS pour engager les discussions avec, je crois, une délégation habilitée à représenter et à engager le mouvement. Donc il a eu raison, et comme il le dit d'ailleurs, c'est une image assez parlante, je trouve. Le train est parti, il circule lentement pour que tout le monde puisse monter à l'intérieur, mais il avance, et j'espère qu'il va pouvoir, quand on sera tous dans le train, accélérer. Vous parliez du congrès du FLNKS qui était réuni le week-end dernier. Les indépendantistes affichent leur unité. Ils affirment qu'ils ne veulent parler qu'avec l'État. Ils affirment qu'ils ne veulent parler que de l'accession à la pleine souveraineté. Franchement, c'est rassurant ou c'est inquiétant, ce genre de propos? D'abord, je ne pense pas qu'il y ait d'unité. Enfin, il y a une unité affirmée. D'ailleurs, affirmée tellement fort qu'à mon avis, c'est un peu C'est de la difficile façade. à la croire. Mais il faut regarder, par exemple, ce qui se passe en province des îles, où le président de la province des îles est mis en minorité par les élus de son parti et les autres élus indépendantistes. On peut entendre aussi le même président de la province des îles déclarer que si ça continue, il est prêt à voter une motion de censure du gouvernement de Louis Mapou. Donc, bon, je ne sais pas si ça s'appelle de l'unité, mais à mon avis, il y a encore un chemin pour progresser vers cette unité. Donc il y a des dissensions en interne, on le sait. Sur le projet aussi de sortie de l'accord de Nouméa, il y a des positionnements qui sont différents. Maintenant que le congrès du FLNKS affiche cette unité, c'est une bonne chose si c'est pour eux l'élément essentiel et nécessaire à la reprise des discussions. Mais évidemment, avec la déclaration du style « de toute façon ce sera la pleine souveraineté ou rien », non, là c'est sûr que c'est pas réaliste, c'est pas crédible. Il y a eu 3 référendums, les Calédoniens ont dit 3 fois non à la pleine souveraineté, donc la pleine souveraineté elle n'est pas possible. Il va falloir que nous discutions, qu'ils discutent d'autres perspectives. Et alors, face à eux, face aux indépendantistes et face à l'État, les partisans du maintien de la Calédonie dans la France, on ne sait plus comment les appeler aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté,
peut dire les Dans non-indépendantistes, c'est quel... un vocable consacré. Ouais, ça fait négatif Oui, comme ça fait définition, négatif, hein, ouais, c'est c'est vrai. compliqué. C'est Euh, pas mal. vous êtes unis, vous n'êtes pas unis, vous parlez d'une seule voix, vous êtes chacun dans votre camp. Il y a une nébuleuse là qui est un petit peu difficile à percevoir, hein. Oh non, enfin, surtout pas pour vous, Elisabeth, parce que vous êtes une fine observatrice de notre microcosme politique. N'est-ce pas? Mais non, non, mais là, on est, euh, on est unis pour tous dire, c'est ce qu'on a fait aux 3 référendums, c'est ce qu'on a fait à l'occasion d'autres moments, pour tous dire qu'on refuse que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord pour pas d'indépendance association. Il n'y a pas de souci. Même Après, si on on a va soupçonné souvent Calédonie Ensemble d'être à partisans de tort, l'indépendance oui. association, c'est à La tort. preuve, la preuve. Mais c'est pas grave, ne refaisons pas le passé. Donc cette unité-là, dans le sens de la trajectoire où on refusera ad mordicus définitivement, irrémédiablement, comme les Calédoniens d'ailleurs eux-mêmes le refusent, cette accession à la pleine souveraineté, elle n'est pas exclusive de sensibilité. Elle n'est pas exclusive, comme chez nos partenaires indépendantistes, dans les formations non indépendantistes, il y a des expressions qui sont diverses, il y a des sensibilités qui sont diverses. D'ailleurs, voilà, on peut observer que tout le monde n'a pas encore communiqué sur des propositions, des perspectives. Chacun va le faire à son temps, au moment où il le jugera nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'unité sur cet objectif principal que je viens d'indiquer, mais par contre, il y aura des propositions, des méthodes, et au final, des discussions qui ne seront ni le projet des uns, ni le projet des autres, hein. Il faut le redire, le futur accord ne sera pas le projet porté par des indépendantistes même unis ou le projet porté par des non-indépendantistes même unis, parce qu'il faut que nous construisions un nouveau consensus autour des réalités qui sont celles d'aujourd'hui. Elles ne sont pas seulement politiques, elles sont économiques, elles sont sociales, mais ces contributions, c'est ce que moi j'attends, et j'espère, le plus vite possible, pouvoir ouvrir avec les indépendantistes, parce que c'est la seule manière de répondre à l'impatience des Calédoniens. Alors vous allez être reçus tous ensemble, hein, les non-indépendantistes, là, pour le coup, c'est l'intitulé du programme du ministre. Vous, qu'est-ce que vous allez lui dire à Gérald Darmanin? Vous allez avoir un discours commun de tous les non-indépendantistes, ou vous, en tant que parlementaire, que député, que Calédonie Ensemble, vous allez dire autre chose? Enfin, vous allez Ah avoir ben, votre propre discours. Oui, mais comme on l'a, pas seulement cette fois-ci, on a déjà eu une bilatérale à Paris en octobre dernier, on n'a pas exprimé exactement les mêmes choses, hein. Et puis ici aussi, on est parfois ensemble sur des sujets, on abordera peut-être le sujet du RUAM tout à l'heure, Bien sur sûr. d'autres sujets on exprime des divisions ou en tout cas des conceptions différentes, mais cette réunion avec le ministre, moi ce que j'en attendrais plutôt, c'est que le ministre nous dise comment il sent euh, l'approche avec les formations indépendantistes, avec le FLNKS, avec cette reprise du dialogue qui est absolument nécessaire et dont je crois qu'aujourd'hui on peut constater ensemble qu'elle est possible. Mais ça, c'est ma vision. Le ministre est beaucoup mieux placé que moi pour nous dire si c'est faisable. Les loyalistes ont fait récemment la proposition d'un schéma institutionnel commun, d'un pays intégré. Vous en avez pas parlé, vous n'avez pas réagi, vous en pensez quoi? Ça vous intéresse? Il y a des éléments qui vous interpellent? Il y a des éléments qui nous interpellent, oui. Il y a des éléments qui nous interpellent. Non, le pays intégré, pour reprendre cette formule, c'est une des 3 possibilités inscrites dans une résolution de 1960 de l'ONU pour mettre un terme à un processus d'autodétermination. Il y a l'indépendance association et l'intégration dans l'autorité de tutelle. Et puis en 1970, il y a une autre résolution qui dit qu'il y a une autre possibilité de sortir de ces dispositifs, c'est par un statut librement négocié et approuvé par les populations intéressées. Nous, on est depuis toujours sur cette 4e possibilité, qui est, à mon avis, en tout cas, très inspirée de celle de 88 et de 98, qui s'en sont inspirées. Donc, le pays intégré, le problème, c'est qu'il implique qu'une fois que nous serions intégrés dans l'autorité de tutelle, la Nouvelle-Calédonie serait retirée de la liste des pays à décoloniser et il y aurait fin de l'exercice du droit à l'autodétermination. Objectivement, je ne crois pas qu'il soit réaliste de considérer que les indépendantistes, dans un an, vont accepter ça. Objectivement, je pense aussi que si nous portons ça, en tout cas, moi, je trouve que nous serions en désaccord avec le document que Sébastien Lecornu nous a proposé, auquel on a contribué en juin 2021, quand il s'agissait de préparer le 3e référendum sur les conséquences en cas de non. Dans ce document, il est écrit par l'ancien ministre des Outre-mer qu'il y aura maintien, garantie de l'exercice du droit à l'autodétermination et qu'il ne pourrait pas y avoir de demande unilatérale de retrait de la liste des pays à décoloniser. Donc, nous, on n'est pas sur la démarche de pays intégrés depuis toujours, c'est pas une nouveauté. Sur les autres propositions... Voilà, la place des provinces qui est réaffirmée,
le maintien de l'échelle Nouvelle-Calédonie, la Oui. référence à un peuple calédonien, ça doit Ouais. vous parler? Alors absolument. Alors, je vais le faire dans l'ordre parce que je vous ai écouté attentivement, Elisabeth Noir, lorsque vous receviez Nicolas Metzdorf la semaine dernière. Vous aviez dit à un moment qu'il n'était pas forcément rentré dans le détail, ce que d'ailleurs les loyalistes confirment, Reconnaissent, hein, oui. ils reconnaissent. Donc, il y aurait un échelon Nouvelle-Calédonie, mais on ne sait pas lequel. Il y aurait des compétences plus fortes dans les provinces, mais on ne sait pas encore lesquelles. Donc, il y a des propositions, elles sont encore un peu floues. Et pour ce qui est du peuple calédonien, nous, on est sur cette ligne-là depuis 20 ans. Ça fait partie de notre ADN politique. Ça nous a été beaucoup reproché pendant un moment. J'observe que... Ça ne fait pas encore l'unanimité. Ça ne fait pas encore l'unanimité, évidemment, mais le peuple calédonien, oui, c'est une notion, évidemment, qu'on défend depuis toujours, à laquelle on croit, même si c'est difficile, même si le chemin est compliqué, mais c'est la ligne dans laquelle on est positionné. Et Calédonie Ensemble a un projet institutionnel. Alors vous dites, on en a un, mais on vous le montre pas tout de suite. En gros, c'est ça. Oui, je comprends votre impatience. Ça ne va pas tarder. En tout cas, pour être plus précis et tout à fait sérieux, on pense qu'il était prématuré d'exprimer des propositions avant que nous soyons engagés dans le chemin de la reprise du dialogue. Pour l'instant, ça n'est pas encore sûr. Ce voyage le ministre devrait le confirmer. Et à partir de là, nous engagerons des démarches pour aller présenter nos propositions à l'État, aux formations d'un indépendantiste et aux formations indépendantistes, parce que, je le redis, puisqu'il faut trouver un consensus, il faut aussi le chercher avec des gens qui ne partagent pas notre sensibilité. Donc ça viendra dès que cette officialisation de l'étape de reprise des discussions... Pardon ? Il est prêt, oui. votre projet. Et vous voudrez le proposer d'abord aux non-indépendantistes pour essayer de trouver éventuellement un projet commun entre eux et vous ou... Ah bah écoutez, je ne sais pas dans quel ordre. Bon, ils ont fait leur travail, ils l'ont exprimé publiquement, c'est très bien. Et je ne reviens pas sur le contenu, mais ils ont fait cette démarche. J'observe que le Rassemblement ne l'a pas encore fait, mais probablement le fera-t-il aussi, et d'autres partis également. Donc je pense que chacun a vocation, non pas à tirer la couverture à lui. L'objectif, c'est de faire des propositions constructives qui permettent d'atteindre cet accord, cet équilibre compliqué entre deux positionnements qui, lorsqu'ils s'expriment, sont radicalement opposés. Je symbolise le oui, le non. Ça ne peut pas être plus opposé. Donc il va falloir qu'on trouve une voie médiane. Et ces propositions, vous verrez, lorsqu'on les formulera, elles ont quasiment uniquement, exclusivement cette prétention, cette intention, c'est d'aller rechercher cet équilibre qui aujourd'hui nous fait défaut pour sortir de l'accord de Nouméa par le haut et dans la paix. Un équilibre, mais qui ne soit pas une indépendance d'association. Non, bien Parce sûr, que c'est toujours un peu la crainte des gens si on cherche un médium entre c'est comme le loup. Le maintien dans la France. Non. Et en plus, à titre personnel, je l'ai dit, je l'ai écrit. Et dans le cadre des dernières élections législatives, pardonnez-moi, dans le cadre de la campagne, donc je l'avais déjà dit avant, je l'ai dit et écrit dans le cadre de cette campagne, c'était hier non, aujourd'hui non et demain non à l'indépendance d'association, évidemment. Sur la question du corps électoral, vous êtes d'accord ensemble, les non-indépendantistes, c'est un sujet ô combien brûlant. On sait que juridiquement, politiquement, il doit être dégelé, mais on ne sait pas comment faire. C'est quoi votre position, vous ? Notre position, c'est de dire que quelles que soient les raisons historiques qui ont conduit aujourd'hui à la situation d'un corps électoral gelé, tout le monde sait, et le FLNKS y compris, que ce gel ne peut pas être maintenu. C'est juridiquement impossible et c'est politiquement insensé, compte tenu de la situation. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver, à l'instar de ce qui était aussi écrit dans le document de juin 2021, des paramètres, des conditions pour ouvrir partiellement le corps électoral. Partiellement, je ne sais pas quelle partie. Mais je le dis parce que personne ne croit sérieusement que les indépendantistes vont valider dans un an une ouverture totale du corps électoral provincial. D'ailleurs, chez les loyalistes, j'ai entendu des propositions de conditionnement à 3 années de séjour. Nous, ce qu'on dit, c'est que le premier paramètre, en fait, finalement, le seul paramètre à intégrer, c'est d'ouvrir ce corps électoral aux Calédoniens d'adoption, pour parler de ceux qui ne sont peut-être pas natifs du pays, mais qui sont installés sur ce territoire, installés durablement, qui ont leur résidence, évidemment, qui ont leur activité professionnelle, qui ont peut-être pris conjoint en Nouvelle-Calédonie, dont les enfants sont peut-être nés en Calédonie, qui participent à la vie sociale, associative, enfin, les critères peuvent être très nombreux. C'est nécessaire, c'est urgent d'ouvrir ce corps électoral
à ces Calédoniens d'adoption, je mets des guillemets, mais pour me faire comprendre, parce que nous sommes arrivés au terme du dispositif initialement prévu, qui avait prévu ces 3 référendums, et maintenant, il faut passer d'un corps électoral fermé et gelé à un corps électoral ouvert et glissant. À ce titre, vous allez participer aux CAS, les commissions administratives spéciales qui se réunissent depuis 2 jours, là. Oui. Et est-ce qu'elles peuvent avoir un rôle aujourd'hui? Est-ce qu'elles peuvent éventuellement réintégrer un certain nombre de Calédoniens, ou est-ce qu'elles vont vraiment travailler selon le corps gelé? Bien sûr, oui. C'est ce que l'État nous a rappelé lors de la réunion du groupe de travail sur les listes électorales auquel j'ai participé la semaine dernière, et que les loyalistes et le Rassemblement ont décidé de boycotter. L'État et les magistrats qui président ces commissions administratives électorales appliquent le droit. Et le droit aujourd'hui, c'est celui qu'on connaît. Donc ils ne peuvent pas faire autrement, il n'y a pas aucune possibilité d'envisager que tout d'un coup, un magistrat ou un représentant de l'État pourrait changer d'avis. C'est pour ça, puisque tout le monde a en tête aussi des échéances, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elles auront lieu, mais des échéances électorales provinciales. Vous ne savez pas quand elles auront lieu. Vous pensez... oui, parce qu'aujourd'hui, on tout le parle monde d'un dit... prolongement, vous pensez que c'est possible? Non, on parle de celle de mai 2024. Voilà, c'est ça, on parle de celle de mai 2024. Je dis ça parce que je rappelle simplement que aujourd'hui, le texte ne permet pas l'organisation de nouvelles élections provinciales en 2024. Il n'a prévu comme dernier mandat que celui de 2019. C'est comme ça. Après, il va y avoir une réalité, c'est qu'il ne peut pas non plus ne pas y avoir d'élus, parce que s'il n'y a pas d'élus, il n'y a pas d'institution. S'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de budget, on a un certain nombre de problèmes. Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut que l'on aborde dans la perspective de l'accord à trouver sur l'ensemble du nouveau schéma institutionnel. Et avec cette question, je ne sais pas si elle est centrale, mais elle est très importante, du corps électoral, parce qu'on ne pourra pas faire l'économie, il ne faut pas faire l'économie de cette question. Et à partir du moment où on aura trouvé un accord que je crois, évidemment, tout à fait possible, parce que, alors vous me direz, c'est plus facile peut-être pour nous, mais la réalité aujourd'hui, elle s'impose à tout le monde. Quand on aura trouvé un accord pour l'ouverture du corps électoral aux Calédoniens d'adoption, à ce moment-là, l'organisation d'élections, elle sera plus simple à prévoir, puisque les modalités seront connues. Mais entre les deux, il faudra modifier la Constitution. Absolument. Et est-ce que dans le climat actuel, alors on parle bien sûr d'une réforme constitutionnelle que voudrait faire Emmanuel Macron, vous pensez qu'il y a moyen de réunir le Congrès de Versailles dans un délai relativement court pour modifier la Constitution, et la modifier notamment sur la question calédonienne? Alors, c'est une question délicate, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que l'ambiance s'est apaisée, ni que des majorités très larges et communes existent dans les 2 chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais quand il faudra réunir les députés et les sénateurs pour valider une modification de la Constitution, chaque sujet va être abordé indépendamment. Alors, évidemment, on peut imaginer, espérer que toute la révision soit votée à la majorité des 3/5 ou plus, mais en fonction de contenu de cette révision, il y aura des discussions. Sur notre sujet, c'est peut-être, si nous y arrivons, c'est peut-être le moins compliqué, parce que ce que je crois, et c'est ce que je défends à Paris depuis longtemps, depuis mon premier mandat, c'est que si nous sommes d'accord ici, si nous trouvons un consensus localement, j'ai la faiblesse de penser qu'au niveau national, il n'y aura pas de détricotage de ce consensus. Parce que le consensus implique que les 2 sensibilités sont d'accord pour porter ce qui sera inscrit dans la Constitution. Et je vois mal des députés, en tout cas majoritairement, et des sénateurs expliquer que ce consensus local, il n'est pas fait, il n'est ni fait ni à faire. Donc, in fine, je pense que sur ce sujet-là, à partir du moment où on a un consensus local, on peut trouver un consensus national. Et à votre avis, on peut trouver un consensus d'abord sur le corps électoral parce qu'il y a urgence, entre guillemets, sans trouver un accord général de nouveaux statuts? Ça paraît compliqué, les 2 choses vont pas être dissociées. Non, il faut qu'on ait de l'ambition. Si on commence à aborder le problème par petits bouts, ça ne va pas le faire, et ça n'aurait pas de sens d'imaginer ou de faire croire à vos auditeurs qu'on va trouver un accord sur un sujet aussi sensible que le corps électoral sans trouver un équilibre sur le reste. Non, mais je crois que, pour revenir à la venue du ministre, qui est essentiel dans ce processus qu'on est en train d'indiquer, parce que c'est lui qui est en charge, c'est lui qui pilote, ça fait déjà 2 fois qu'il vient, il continue de suivre, il verra du monde à Paris. Le ministre de l'Intérieur, il a raison de poser d'abord les jalons formellement de la reprise des discussions. Une fois qu'ils seront posés, je l'espère lors de cette venue, nous allons pouvoir entreprendre les jalons matériels, de fond, sur le contenu. Je ne dis pas que ça va prendre 5 minutes, ça va prendre du temps. Mais cette méthode-là, elle est au moins aussi importante que le résultat. Pour aboutir à un résultat qui nous permettra enfin de répondre aux attentes des Calédoniens, il faut passer par une étape méthodologique
Je ne parle même pas de calendrier. Il faut que sur le fond, on soit tous d'accord. Pour être tous d'accord, il faut que des bilatérales existent de part et d'autre, j'allais dire, pour qu'enfin les réunions tripartites se réunissent. Les groupes de travail, ça vous paraît être un bon outil ou c'est un peu pour amuser la galerie, occuper le temps, dire qu'on réfléchit quand même mais est-ce que ça peut vraiment servir à définir un nouveau statut? On s'interroge quand même. Oui, ça peut servir à alimenter des réflexions, puisque quand même les sujets des groupes de travail sont très importants. Donc, il y a le développement économique, il y a le foncier, il y a l'identité, enfin il y a énormément de sujets. Sauf que pour le moment, les indépendantistes n'y participent pas. Donc les meilleurs sujets du monde, pas traités par la totalité des protagonistes, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais ça n'atteint pas l'objectif. C'est aussi cette étape-là que nous devons franchir. Il faut maintenant que nous soyons tous autour de la table dans ces groupes de travail techniques, je dirais, et tous autour de la table dans les réunions de travail institutionnelles. Ça pourrait être un effet de la visite de Gérald Darmanin. Je l'espère, oui. Parmi ces groupes de travail, le groupe sur le nickel n'est toujours pas mis en place, alors que tout le monde dit que c'est un groupe essentiel et qu'il faut vraiment résoudre la question du nickel en Nouvelle-Calédonie. Vous allez insister auprès du ministre pour qu'il l'installe Écoutez, je pense que je n'ai pas besoin d'insister auprès du ministre. Je suis sûr qu'il est déjà intimement persuadé de cette urgence. Et je pense, j'espère, cette fois-ci, là également, que son séjour permettra d'acter, peut-être de tenir une première réunion dédiée, je vais dire, à la stratégie nickel, en tout cas au sujet du nickel en Nouvelle-Calédonie. Mais bien sûr que Gérald Darmanin a parfaitement identifié ce sujet-là comme un sujet névralgique, comme à chaque discussion sur l'avenir institutionnel. C'est un sujet très politique. On sait qu'il y a vraiment au moins 2 stratégies nickel qui s'opposent, sinon plus, en Calédonie. Vous êtes de quel côté, vous? Parce que souvent, on vous a vu regarder avec un œil intéressé, pour le moins, la stratégie du Nord. Vous étiez, pendant un moment, Calédonie Ensemble souhaitait prendre une majorité dans le capital de la SLN. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez évolué sur cette stratégie ou... J'espère qu'on évolue, parce qu'il paraît que quand on ne change pas d'avis... enfin bref, je finis pas la phrase. Non, mais sérieusement, notre positionnement par rapport aux prises de majorité, il y a un moment où le contexte international du marché du nickel n'était pas le même, au moment où la situation des 3 usines n'était pas la même, mais elle partait d'un principe assez simple, consistant à dire, ces usines, elles traitent la richesse du pays, des Calédoniens, le nickel. Le nickel, avant qu'il ne soit extrait et transformé, il appartient aux Calédoniens. C'est pas inutile de se poser la question de savoir si les Calédoniens pourraient pas avoir des retombées, y compris de l'exploitation de ce nickel. Donc cette logique de prise de participation, pour aller très vite sur ce sujet, elle est fondée sur cette logique. Donc là, on ne change pas. Ça peut être une autre manière de retomber dessus. Il y a des textes de redevances d'extraction et d'exportation, de fonds génération future qui ne sont toujours pas constitués, mais on est toujours là-dessus. L'usine du Nord, l'usine du Sud, la SLN, ces 3 usines sont 3 usines qui sont essentielles à l'activité économique, à l'emploi, aux cotisations du territoire. Elles sont toutes les 3 soumises à des difficultés différentes d'ailleurs. Et malheureusement, les 3 vivent une situation différente, mais tendue, voire très tendue. Que ce soit la SLN, que ce soit l'usine du Nord et même l'usine du Sud. Donc la question n'est pas de savoir de quel côté on se trouve. La question est de savoir comment, avec 3 modèles très différents, une usine, on va dire vieille de 150 ans, en tout cas la première arrivée il y a très longtemps, une usine plus récente dans le Nord, qui a connu des problèmes et qui est basée sur une autre logique, une usine dans le Sud qui a changé son objectif. Est-ce que dans le monde actuel, à la vitesse de modification des équilibres du marché mondial, du nickel, le pig iron qui a inondé le marché du ferro-nickel et qui pose des soucis aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire évoluer notre stratégie globalement? Oui. Est-ce qu'elle doit être unique? Non, parce que c'est toujours le même principe, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais moi, je ne suis pas suffisamment un spécialiste de ces questions au plan technique ou industriel pour aller plus loin. Ce que je veux simplement, c'est que le travail de tous ceux qui dépendent de cette activité métallurgique et minière en Calédonie soit maintenu, que ces usines, évidemment, retrouvent un équilibre et éventuellement de la profitabilité, bien sûr, parce que nous sommes dépendants au plan du travail et au plan de notre activité économique pour partie de ce secteur. Donc ce sont des problèmes qui sont difficiles à résoudre parce que nous ne sommes pas à la manette de toutes les raisons qui ont causé ces difficultés. Il y a un marché mondial qui s'impose à nous, ça a radicalement changé, beaucoup plus d'acteurs sur le sujet, une modification aussi du goût des clients qui s'orientent vers des produits qui sont peut-être moins fabriqués avec le nickel calédonien. Très bien, il y a bien sûr le sujet des batteries, ce qui est un débouché évidemment, mais le nickel calédonien qui est le plus riche du monde en termes de teneur doit aussi pouvoir trouver d'autres formes de débouchés. Donc
il n'y a pas un côté. Le seul côté qui vaille, c'est sauvons nos usines, défendons nos emplois et permettons de trouver des débouchés. Le temps passe. Parmi les dossiers sur lesquels je voulais vous entendre, évidemment la réforme du financement du RUAM. Vous avez parlé d'une réforme inepte et dangereuse pour qualifier la proposition de l'éveil Et océanien. injuste. Et injuste. Inepte, dangereuse et injuste. Vous avez soutenu la manifestation qui se déroulait en début de semaine? Je comprends totalement. Je serais quand même un peu schizophrène de dire que cette réforme est inepte, dangereuse et injuste et de ne pas considérer que les gens qui ont manifesté ont eu raison. Ils ont eu raison. Ils ont raison. Et il faut qu'ils continuent d'exprimer, d'une manière ou d'une autre, de confirmer pourquoi ils sont terrorisés par cette réforme. Et alors Parce qu'ils ont des raisons. pour en sortir, il faut que le gouvernement s'empare du sujet. Bien sûr. Il faut... Mais Mais on n'en est pas là, manifestement. Il faut non, pas, hein. malheureusement non. Alors, je l'ai redit hier encore, enfin d'autres aussi, mais au débat d'orientation budgétaire au Congrès. De quoi parlons-nous? On parle du RUAM. De quoi disposons-nous? On dispose d'un rapport de l'IGAS, de l'Inspection Générale de l'Action Sociale, pardonnez-moi, en 2018, validé à l'unanimité au Congrès, et on dispose d'un plan d'Ocamo, adopté à l'unanimité au Congrès. Donc on dispose d'éléments. On dispose aussi d'un constat très simple, qui consiste à dire, vous voulez réformer le RUAM, vous avez raison, il faut agir sur plusieurs leviers en même temps. La maîtrise des dépenses, parce que ça ne sert à rien d'augmenter les recettes. On l'a déjà fait par le passé, Elisabeth Noire. Quand on a créé la CCS ou augmenté la taxe sur le tabac et l'alcool, c'était pour alimenter le RUAM, et ça n'a pas réduit le déficit à néant, parce que en même temps, les dépenses augmentent et elles augmentent plus vite que les recettes. Donc il faut maîtriser les dépenses, il faut changer la gouvernance du système de santé pour rajouter un échelon qui permette de piloter et de centraliser toute l'information de santé. En Calédonie aujourd'hui, personne ne dispose de toute l'information de santé. Ça n'est centralisé nulle part. Et puis bien sûr, il va falloir faire évoluer les recettes. Mais si on ne fait pas tout ça en même temps, eh bien forcément, ça arrive à cette proposition qui envisage de résoudre tout le problème, 10 milliards, en ne tapant que sur les cotisations. C'est en ça que je dis que c'est inepte, parce qu'on a beaucoup d'autres voies et moyens de travail qui sont sur la table. C'est dangereux parce que ça va doubler, tripler ou quadrupler, en fonction des situations, les cotisations de ceux qui sont, et c'est pour ça que je dis injuste, les plus modestes, en tout cas de nos travailleurs, ceux qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, de l'hôtellerie, de l'intérieur, qui sont gens de maison, et pour lesquels les cotisations sociales et patronales vont tripler. Donc le salaire net à la fin du mois va baisser. Tous ceux qui sont à 1 et 1,3 SMG entre 150 000, 160 000 et 215 000 francs vont voir les cotisations patronales augmenter. Et quelqu'un pense qu'il n'y aura pas d'impact sur le travail, qu'il n'y aura pas de travail au noir, qu'il n'y aura pas d'impact sur les prix, alors qu'on est déjà à une inflation historique. C'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux et que c'est injuste, mais parce qu'on ne peut pas résoudre un problème aussi compliqué en tapant que sur un levier. Mais en même temps, là aussi, alors pardon, je termine parce que vous avez posé une question sur le gouvernement. Excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi on dit que c'est au gouvernement de le faire? Parce que c'est le gouvernement, depuis le départ, qui a pris à bras-le-corps, celui-là et les précédents, en tout cas, qui est responsable de la totalité de la réforme du RUAM. Moins depuis 2018, depuis 2019. Il n'y a pas eu énormément de réformes, pour ne pas dire pas de réforme. Mais c'est au gouvernement de travailler sur les 4 piliers en même temps. On ne va pas travailler sur un pilier au Congrès qui va tout résoudre, et le gouvernement sur 3 piliers qui va tout résoudre, donc on va doublement tout résoudre. C'est pas logique. Le gouvernement a tous les outils, tous les moyens. Nous, on dit simplement, maintenant, il faut, pour dégonfler cette bulle de crispation et de danger qui pèse sur les travailleurs, il faut une commission, appelons-la commission, qui réunisse des élus du Congrès, le gouvernement, les partenaires sociaux, adossés à un comité d'experts techniques, qui pourra d'ailleurs demander aussi le soutien de l'IGAS, afin qu'on travaille sur ces 4 piliers, qu'on trouve l'année 2023 pour écrire les textes, pas envisager, écrire les textes nécessaires à cet équilibre. Et à ce moment-là, évidemment, il faut retirer les textes qui sont déposés aujourd'hui sur le bureau du Congrès. À ce moment-là, on va pouvoir trouver les équilibres nécessaires, parce que ce sera tout le monde en même temps qui contribue à l'équilibre de notre système de santé. Mais apparemment, ceux qui en sont responsables ne veulent pas retirer ces textes. Le gouvernement ne veut pas non plus, pense que c'est au Congrès de gérer. Oui. Ah, vous faites quoi? Vous rentrez en opposition, mais vous n'êtes pas majoritaire. Non, donc, mais on réfléchit. Vous avez une solution alternative à proposer? Ce que dit Mila Tokomoli, il dit, bon, moi j'ai proposé quelque chose, les autres ils proposent rien. Oui, c'est très facile, mais je ne vais pas répondre à M. Tokomouli aujourd'hui. C'est très très facile de dire ça. On a fait un certain nombre de réformes par le passé. Je vous en ai cité quelques-unes pour augmenter les recettes affectées au RUAM. Est-ce que le RUAM a retrouvé son équilibre? Non. Que fait M. Tokomouli? Il propose d'augmenter les recettes.
Nous, c'était avec la CCS, lui, c'était avec les cotisations. Est-ce que ça va suffire? Non, ça ne va pas suffire. Et non seulement ça ne va pas suffire, mais ça va même creuser le déficit puisqu'on va perdre des travailleurs. Ils vont, pour certains d'entre eux, perdre leur travail, ils vont être incités à travailler au noir, il y a des entrepreneurs qui disent qu'ils vont fermer, on va avoir moins de cotisations. Donc la leçon du qu'est-ce que vous avez fait, je vais dire qu'on peut toujours l'entendre, mais par le passé on a fait des choses, il faut reconnaître, je reconnais, que ça n'a pas résolu le problème du RUAM, bien sûr, qui est probablement un sujet qui était suffisamment complexe pour qu'on ait besoin d'une expertise extérieure. On l'a mandaté en 2018. On a demandé un plan d'Ocamo qui a été construit et validé en 2016. Et aujourd'hui, on a tous les outils sur la table, mais on ne les met pas en place. On ne les met pas en place. Il faut les mettre en place parce que sinon, c'est insupportable et inadmissible pour ceux sur qui le marteau va tomber. Bon, ça vient au Congrès. On sent que ça va être des séances un peu tendues, un peu agitées. Hier déjà, autour du double débat d'orientation budgétaire, c'était un peu tendu. Vous y faisiez allusion au tout début de journal. Est-ce que vous êtes en position ou est-ce que vous seriez tenté? Est-ce qu'il faut faire tomber le gouvernement Mapou? Oula. On en parle régulièrement. D'abord, on sait que c'est possible depuis le mois d'août. Oui, puis j'ai entendu Jacques Lallier dire qu'éventuellement, bon, voilà, pour la petite. Vous l'adoriez? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que non, on n'est pas ni positionné dans un axe ou dans un autre, mais ce sujet-là, ce sujet du RUAM et de l'inquiétude, pour ne pas dire de l'effroi que ressentent beaucoup d'acteurs économiques. Même si j'entends le texte peut évoluer, enfin, en tout cas pour l'instant il n'évolue pas, il est comme il est. Il n'aborde pas le sujet comme il faut, et si c'est maintenu en l'état, il faudra envisager tous les moyens possibles pour essayer de faire entendre raison à nos collègues de la majorité indépendantiste et Veille Océanien, parce que nous allons commettre, si nous votons ce texte-là, une erreur historique et majeure qui sera très difficile à rattraper. Donc, tous les moyens qui seront à notre disposition sont utilisables potentiellement, mais voilà. Y compris à la chef du gouvernement, mais ça peut être qu'un... On verra. C'est pas à l'ordre du jour actuellement. Non. Malheureusement, le temps passe, je le disais. En métropole aussi, l'actualité sociale est un peu tendue. Comment est-ce que vous avez vécu de votre côté cette bronca contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron? Là aussi, il y a la forme et le fond. Sur la forme, c'est indigne. Sur la forme, c'est indigne. Ce à quoi on a assisté à l'Assemblée nationale. L'attitude de la NUPS? L'attitude de la NUPS, notamment, parce que mettre le pied sur un ballon à l'effigie avec la tête d'un ministre ou le traité d'assassin en séance, mais enfin, on va s'arrêter où alors? On va s'arrêter où? On va venir armé alors? On va se tirer dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a perdu avec ces nombreux dérapages indignes, on a perdu l'intérêt d'un débat de fond, parce que le sujet évidemment est majeur, et de discussion sur des sujets de fond. Du coup, l'Assemblée nationale n'a pas pu achever l'examen, n'a pas pu trouver des points d'équilibre suffisants pour au moins envoyer le texte au Sénat avec des avancées. C'est maintenant entre les mains des sénateurs qui ont jusqu'au 12 mars pour travailler. J'imagine, ce sera une petite leçon de parlementarisme que le Sénat donnera à l'Assemblée nationale. Ils se tiennent mieux. En principe. J'imagine. En tout cas, je l'espère. J'imagine que le texte sera examiné intégralement. Il y aura aussi des oppositions très fortes, et puis probablement des aménagements. Et enfin, il nous restera une CMP, enfin une commission mixte paritaire, avec quelques sénateurs et quelques députés, pour trouver un équilibre sur un texte comme celui-là, avant qu'il ne soit voté définitivement à l'Assemblée. Mais à condition que tout le monde retrouve un peu de normalité dans son expression. L'opposition, pas de problème. On peut être radicalement opposé, on peut le dire avec force. On n'est pas obligé de hurler, mais enfin, on peut hurler si on veut. Mais il y a quand même un minimum. Cette Assemblée nationale, c'est l'Assemblée du peuple, c'est la représentation nationale, on représente le peuple français. On n'est pas à un guichet de comptoir ou dans la rue à s'insulter. C'est difficile actuellement d'être un député Renaissance? Non, pas du tout. Ça va, vous le vivez bien? Oui, très bien. En soutenant le gouvernement sans aucun état d'âme? Pardon? En soutenant la politique du gouvernement sans aucun état d'âme? Écoutez, moi je demande qu'à débattre avec ceux qui, et ils sont nombreux certainement, pensent que la politique du gouvernement n'est pas la bonne. Moi je suis convaincu que ce qui a été conduit, notamment pendant la période de la Covid, que ce qui est conduit depuis la révélation de la crise et maintenant de la guerre en Ukraine, le soutien et le développement d'un axe indo-pacifique porté par le président de la République, qui a réussi à le faire voter à l'échelon européen, ça nous intéresse aussi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour nous. La vocation de la France à l'échelle internationale à être un des principaux défenseurs des moyens à mettre en place face à la crise environnementale, moi j'en suis très satisfait. Il n'y a jamais eu autant de moyens dans l'éducation nationale
même si bien sûr il y a toujours des sujets pour améliorer ce secteur. Il n'y a jamais eu autant de moyens mis dans la santé avec le plan Ségur. Donc, bien sûr qu'on peut toujours trouver des moyens. On va le voir bientôt, le 4 avril ou le 3 avril, on a le nouveau patrouilleur qui arrive, qui remplace les anciens. Et j'en suis très satisfait parce qu'on avait beaucoup milité auprès de Florence Parly, ancienne ministre des Armées, pour le faire. La France engage des dépenses, pour nous, mais pas seulement pour nous, avec une loi de programmation militaire historique. Donc j'ai aucun problème à soutenir. Il y a des choses avec lesquelles je suis parfois évidemment en désaccord, parce que le monde n'est pas uni ou uniforme, mais globalement, j'ai pas de souci à être un député de la majorité. Philippe Dunoyer, député de la première circonscription, député Renaissance, la première circonscription. Merci d'accepter notre invitation. Merci de votre invitation.